Pendant des jours, Asie attendit les effets de la baraka d'Abd-Rahman. Mais les jours passèrent, puis les semaines, et puis tous les mois de l'hiver. Quand le printemps rapparut, rien n'avait changé pour elle. Sa situation devenait plus difficile chaque jour. Car que faisait-elle dans notre maison si elle n'avait pas d'enfant? Pas encore pour moi, mais pour mes parents. C'était miracle qu'ils aient consenti à la garder si longtemps. Mais que faire? Elle avait employé tous les moyens connus d'elle. D'autres fois, elle était si lasse, si fatiguée de tous les reproches muets ou réels de ma mère, de la méchanceté de toutes celles qui étaient heureuses de la voir stérile, de mon caractère bizarre et pour elle inexplicable, qu'elle avait hâte d'en finir. Va, qu'elle soit répudiée, pour qu'enfin elle soit délivrée de tout cela. Un jour, Ramdan viendrait lui faire un long discours où sa complète inutilité de femme stérile serait discrètement mais nettement prouvée. Il lui souhaiterait d'être heureuse ailleurs, puis répéterait 3 fois la formule canonique de répudiation, et elle partirait. La seule idée de ce départ l'emplissait d'effroi. Elle ne concevait pas qu'elle pût vivre ailleurs que dans cette maison où elle avait grandi. C'est par Narné que j'ai su tout cela plus tard. Narné avait puisé et épuisé toutes les ressources de son imagination, toutes les recettes de sa vieille expérience. Il ne restait plus qu'un moyen, la hadra de Sidi Amar. Mais les hommes n'accepteraient jamais, à moins que par l'intermédiaire d'Ekli, on ne pût me convaincre, moi du moins. Devda non plus n'avait pas d'enfant. Alors elle pourrait y aller ensemble. Ekli, il est vrai, ne semblait pas s'en inquiéter beaucoup. Et il s'apprêtait à prendre sa femme avec lui à Ain Beida, où il y avait un commerce de grains, où il venait d'acheter ce qu'il appelait modestement une petite villa. Mais Aziz savait que malgré ses airs sereins, la même pensée rongeait secrètement le cœur de Devda. Akli ne savait rien refuser à sa femme. Nous dîmes à mes parents que nous allions en pèlerinage au tombeau du saint des Ismaël. Et pour ajouter à la vraisemblance, nous prîmes Ménèche avec nous. Pour ne pas attirer l'attention, Asie et Devda mirent leurs plus vieilles robes. Je mis mon revolver dans ma poche. Akli suspendit à son épaule son Amerlès chargé, et notre caravane se mit en route de grand matin vers la blanche coupole de Sidi Amar. Nous arrivâmes à la nuit tombante devant la porte de bois du saint, peinte de plusieurs couleurs. Une atmosphère lourde, rendue opaque par la fumée des pipes de hachiche, dont les petits feux rouges piquetaient l'ombre partout, noyait des groupes d'hommes et de femmes accroupis en rond. Tout au fond, à côté de la lampe d'argile, un visage extraordinairement osseux, un profil coupant comme une lampe, des yeux foncés, un collier régulier de barbe noire, et couronnant le tout, un énorme turban vert. C'est de ce coin que sortaient les notes de violon, condensées comme la musique des nègres, mais on ne voyait pas l'instrument. Dans chaque groupe, les hommes se passaient de bouche à bouche la petite pipe, d'où sortait ce parfum agréable qui imprégnait tout à l'intérieur, cette fumée propice aux rêves et qui estompait les lignes, noyait les durs contours.
Les flammes d'une multitude de bougies tremblaient dans tous les coins. Nous entrâmes. Nul ne fit attention à nous, et nous allâmes former nous aussi un groupe dans un coin. Soudain, un grand coup d'archet de turban vert fit gémir le violon. Un tam-tam battit à se rompre. Les chuchotements se turent. Tout le monde se leva pour laisser libre l'espace du milieu. Puis, une vieille femme vint conduire, une à une, au milieu de la salle, toutes les jeunes femmes qui étaient venues subir la hadra. Elle les entassa toutes en une grosse masse vivante où l'on se distinguait, et on ne distinguait rien que des étoffes, parce que toutes baissaient la tête. La musique pendant ce temps continuait. Elle était sauvage, monotone, martelante, déchaînée, ou au contraire caressante et douce comme un baiser. Dans chaque coin, des hommes, des femmes étaient secoués de frissons. Ils gloussaient de partout, remuaient convulsivement les épaules au rythme du violon. Un second coup d'archet prolongé, et plusieurs hommes à la fois, rejetant leurs burnous, poussèrent un cri de bête fauve et sautèrent au milieu de la pièce. Ils se tenaient par les bras et dansaient. On entendait par intervalles les craquements de leurs os. Des femmes, des hommes encore, des jeunes gens fougueux, des vieillards, dans le délire orgiaque déculper les forces, sautèrent à leur tour et se tenant aussi par les bras, formèrent autour du tas immobile des jeunes femmes stériles un cercle délirant. Pelotonnées sur elles-mêmes, la tête sur les genoux de Devda et couverte d'un foulard noir, Asie laissait déferler sur elle ce déchaînement de rythmes démoniaques et de râles extatiques, dans l'espoir qu'un pareil déploiement de force bestiale allait éveiller dans son sein un souffle de vie. Une toute jeune femme vint lui enfoncer sa tête crépue dans les côtes. Elle sentait sur son dos le poids lourd d'une autre qui se laissait entièrement tomber sur elle. Pour ne pas pleurer, elle serrait les dents sur ses genoux, se crispait tout entière contre les larmes qu'elle sentait l'envahir. La hadra dura plus d'une heure. Asie entendait tomber un à un, comme des masses, les corps épuisés des fakirs, que les autres, ceux de leurs confrères, dont ce n'était pas là l'air de danse, emportés dans un coin, après avoir couvert d'un burnous leurs membres en sueur. Au bout d'une heure, il n'en restait plus que deux, que la musique ne voulait point lasser. L'homme au turban vert, d'une voix caverneuse, appela les chaouches, qui se mirent à plusieurs pour enfin abattre les deux hommes déchaînés. Un dernier gémissement très doux du violon, des coups cristallins et espacés au tam-tam, et ce fut la fin de la hadra. Un grand silence succéda à tant de vacarme. On n'entendait plus que de loin en loin les derniers râles des fakirs couchés dans différents coins. Elles se levèrent toutes deux. Akli, n'ayant pas pu supporter le spectacle, était déjà dehors. Elles sortirent tout de suite sans plus rien demander, sans regarder en arrière, tête baissée, écrasées par la frayeur et la honte. Mais qu'importe, il le fallait bien. Le retour se fit en silence, et Akli même ne trouva pas la moindre période pour stigmatiser ces pratiques barbares. Puis,
la longue attente recommença. Asie passait du fol espoir à l'abattement. Elle ne sortait plus que très rarement pour éviter les allusions, les petits coups d'épingle que toutes s'acharnaient à lui prodiguer. Lethmès venait la voir presque tous les matins. Seules les visites de Narnais la consolaient, car Narnais, dont c'était le métier d'aider à venir au monde tous les bambins de Tasga, ne parlait jamais d'eux. À l'entendre, il n'en naissait plus. Et quand Asie, ne pouvant plus revenir en elle cette idée qui la minait, lui posait des questions ou seulement aiguillait la conversation là-dessus, Narnais, soudain, prenait le pot à eau pour aller arroser les basiliques du balcon ou bien répondait à des voix qui ne l'appelaient pas. Les nouvelles de la guerre rompaient à peine cette atmosphère d'angoisse. Les hommes bêtement recommençaient à se passionner pour l'un ou l'autre champion. Peu avant l'Aïd, le Maquignon avait juré que si l'homme à la moustache, Bouchlarem comme il l'appelait Staline, n'était pas entré à Berlin le jour de la fête, Dieu pourrait toujours attendre le mouton qui devait lui être sacrifié ce jour-là. Un taleb arrivé de Tunis répondit en libation une tasse de thé sur le journal où était annoncée la prise de Kharkov par la Wehrmacht. Mais les uns et les autres s'accordaient pour crier ensemble leur commune misère, car le blé du reste introuvable avait atteint le prix énorme de 2500 francs, le double des calitres. L'été et une partie de l'automne passèrent ainsi. Un soir, que les hommes devissaient sur la place, les éclairs répétés emplirent l'horizon du côté de l'ouest. Un grondement sourd suivait, d'assez loin, chacun d'eux, mais ce n'était pas celui du tonnerre. On émit diverses hypothèses qui toutes s'avérèrent fausses, puisque le lendemain, on apprit d'Alger, par téléphone, que les Américains avaient débarqué dans la nuit. Dans les villes, on mobilisait déjà, et il était clair que le tour de Tesga allait arriver bientôt. À Asie, on oublia Abdelrahman, la hadra, sa stérilité, même sa désaffectation. J'allais partir, et cette fois, elle avait peur de ne plus me revoir. Les saints m'avaient aidé à en réchapper une première fois, puisque la guerre finit avant que j'eusse achevé mon instruction. Mais maintenant que j'étais officier, et s'il m'arrivait comme à Hassan des Iboudarènes, un jour mon père recevrait une lettre de l'administrateur, puis un colis où il y aurait ma montre, la bague qu'elle m'avait offerte le premier jour de notre mariage, mes papiers, et puis plus rien. Je ne pousserai plus jamais la porte du bout de mon bâton d'osier. La suite demain, vous pouvez vous appeler.